Oui, OK. bonjour Marie déjà. Bonjour Virginie. Enchantée de te retrouver ici pour faire ton interview pour notre magazine Conscious Media. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais c'est vrai que moi je t'ai rencontré il y a quelques années à l'époque où tu organisais des voyages sonores ici à Biarritz autour du lac. Et c'était une expérience incroyable, incroyable pour moi. Et puis le chemin a fait, a avancé, on a développé notre projet de média. Et je me suis dit que j'avais envie de te t'interviewer pour voir un petit peu ce que tu avais à nous raconter de ton parcours, de ton expérience et de tout ça. Donc, euh, Génial. Avec donc voilà. joie. Avec En grande tout joie. cas, Oui, je me souviens de ton visage. J'aurais pas forcément remis un prénom dessus, mais je me mm, souviens de ton visage. Ouais, ouais, ouais. En ok. effet. Bon, j'étais Mhm. venue, ouais, tu en avais fait ça pendant un été, j'étais venue presque à chaque fois, donc parce que c'était vraiment super chouette ce que tu proposais. Donc j'imagine que depuis cette époque-là, tu as fait du parcours. J'ai vu que tu as fait beaucoup, beaucoup d'autres choses, des albums, des formations, des voyages et tout ça. Mais voilà, je vais te poser les questions au fur et à mesure pour que moi je te connais, mais j'aimerais que ma communauté te connaisse un peu mieux et découvre ce que tu fais, Marie. D'abord, est-ce que tu voudrais te présenter et parler de ton parcours et ce que tu fais au final, avec tes mots? Oh, oui, très bien. Je suis Marie Mila. J'ai un parcours. Alors, sur le plan professionnel, c'est peut-être qu'on pourrait qualifier d'atypique. J'ai commencé dans un tout autre domaine. D'abord salarié, puis j'ai créé ma société et à l'époque dans le marketing, les études. Voilà, j'interviewais des gens pour des marques dans différents secteurs d'activité. Et puis j'ai créé une société assez jeune et très rapidement, la société fonctionnait très bien, mais très rapidement j'ai senti un manque de sens dans mon quotidien et dans ce que je faisais. Je sentais que j'avais probablement autre chose à proposer au monde et, euh, et j'ai ressenti le besoin de faire autre chose. C'était pas forcément très très clair au moment où j'ai vendu ma société, parce que j'ai vendu ma société au bout de 7-8 ans Mhm. après la création. Et là, donc, je me suis libérée et puis j'avais remboursé ce que je devais. J'avais un tout petit peu d'argent en poche. Je me suis dit, je vais voyager pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas d'attache et je vais un petit peu explorer le monde et puis me faire du bien. Il faut dire que à la vente de ma société, j'ai fait un gros burn-out Mm. professionnel. Je travaillais beaucoup, j'avais une grosse charge mentale. J'utilisais pas assez mon corps. Et mon cœur, d'ailleurs, je pense, parce que j'étais vraiment dans une optique d'entrepreneur qui a des responsabilités, un gros loyer, des salariés à payer. Et voilà. Et au moment de la vente de la boîte, ça a été beaucoup, beaucoup de charges mentales qui m'ont fait avoir besoin de prendre soin de moi pour une fois et puis utiliser les autres énergies que je n'utilisais pas à l'intérieur de moi, à savoir mon corps et mon cœur. Et donc j'ai ressenti le besoin de faire un break à un moment donné, de prendre des vacances, chose que je n'avais pas vraiment fait depuis à peu près 8 ans. Et je suis partie un petit peu sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais, mais c'était un appel du cœur. Je suis partie faire un trek au Népal pendant 10 jours en montagne. Et donc le principe, c'était de marcher. On était un petit groupe de 5 personnes, de marcher en montagne à la rencontre de la nature, des habitants des montagnes népalaises, puisque je suis partie dans l'Himalaya pour faire ce premier trek. C'était vraiment un appel du cœur et du corps pour une fois. Et ma tête était plutôt contre. Ma tête était pleine de peur par rapport à cette expérience parce que je n'avais jamais vraiment marché en montagne. J'étais une urbaine à l'époque, je vivais encore à Paris, j'avais un mode de vie très urbain. Et je dois dire que voilà, c'était pour moi quelque chose de très très nouveau. C'était un appel vraiment qui venait d'autre part, d'une part de moi que je ne connaissais pas. Et voilà, donc j'ai dépassé ces peurs. Il y avait la peur de pas réussir à marcher 10 jours en montagne, monter à 4300 mètres d'altitude.
Et beaucoup de voix autour de moi me disaient: «Tu es inconsciente, tu jamais fait ça, tu vas pas y arriver. Hem, il y a des tremblements de terre sans arrêt là-bas, c'est très dangereux et puis tu n'es pas du tout apte à faire ce type de choses.» Et donc j'ai essayé d'écouter vraiment mon intuition, mon aiguillage intérieur et en fait je suis partie. Donc je suis partie 3 semaines après avoir vu ce trek, sachant que j'avais une sciatique. D'accord. Pourtant j'étais relativement jeune, mais je suis partie avec une sciatique faire un trek au Népal. Quand même. Et ouais. Et c'est pour te dire à quel point mon corps était fatigué en fait à ce Mm. moment-là. La charge mentale, mais mon corps aussi, parce que j'en prenais pas vraiment soin. Je mettais toute mon énergie sur le développement de la société que j'avais. Et c'est vrai que j'avais un petit peu oublié de prendre soin de mon corps. Et donc, en arrivant au Népal avec cette sciatique, bon, j'arrive dans un environnement complètement différent de ce que je connaissais. Le Népal, c'est un pays en voie de développement et c'est vrai que les repères sont très, très différents. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en arrivant à l'aéroport, en posant le pied à la sortie de l'avion, eh bien, je me sens tout de suite à la maison. Je me sens chez moi. Pourtant, j'ai aucun repère. Les gens parlent pas ma langue. Je comprends pas ce qui est écrit sur les panneaux. C'est poussiéreux. C'est très différent de ce que je pouvais connaître jusqu'à présent. Et je me sens à la maison. Et puis, je rencontre ce pays qui a énormément changé ma vie. Je pars pour ce premier trek et les 3 premiers jours, je me demande un petit peu dans quoi je me suis embarquée. Parce que mon corps a juste pas du tout l'habitude de marcher autant. Puis l'environnement en pleine nature comme ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être impressionnant au départ. Et puis en fait, au bout de 3 jours, quelque chose a lâché en moi. Et la sciatique a complètement disparu, parce qu'il restait encore des petits prémices dans le bas du dos. Et voilà. Et en fait, vraiment, au fur et à mesure de cette marche, toute mon énergie, c'est comme si toute mon énergie s'était libérée, s'était nettoyée, et qu'une autre énergie avait commencé à se diffuser à l'intérieur de moi. J'ai eu beaucoup de prises de conscience pendant cette marche. Je ne vais pas toutes les raconter parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus, donc, Mm. voilà, et parce que ça demande un petit peu de temps pour expliquer tout ça. Mais il s'est passé vraiment en moi des expériences incroyables là-bas, dans ces montagnes. Et à la fin du trek, l'envie de continuer, l'envie de recommencer. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, à ce moment-là, j'étais dans une page blanche de ma vie professionnelle, mais pas que professionnelle, hein, de ma vie en général, je crois que je pourrais dire. Et ce qui est drôle, c'est que les personnes qui avaient suivi ce voyage à distance, eh bien, m'ont demandé de les emmener faire ce voyage. Et donc, ça a été une invitation à retourner marcher, mais cette fois-ci en guidant les personnes dans leur propre expérience personnelle dans ce pays qui est incroyable. Voilà. En tant que guide intérieur, bien sûr, parce que je suis pas guide de montagne. Et, Mhm. euh, et, et fort heureusement, j'ai une agence et toute une équipe locale qui s'occupe de tout ça. Mais j'invite les personnes à rencontrer leur être, en fait. Et c'est vrai que cet environnement, les gens, l'environnement et toute la culture bouddhiste qui règne là-bas, bouddhiste, hindouiste, incite vraiment, je crois que ça aide énormément à pouvoir se connecter à soi et, euh, et à ce qui est là. Voilà, donc ça a été une expérience incroyable. Et puis, ma vie professionnelle a complètement basculé à ce moment-là, puisque du tout premier trek, en fait, à la fin du trek, je devais rentrer à Paris et puis je sentais que mon corps m'interdisait de rentrer à Paris. C'était pas possible. Je me voyais pas. On était au mois de mars. Je me voyais pas retourner à Paris dans la grisaille, dans la ville, et mon corps avait juste envie de rester là-bas. Donc j'ai pas pris mon vol retour. Je suis restée sur place. Et puis je savais pas encore vraiment ce que j'allais y faire, mais pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je reste là-bas. Donc j'ai laissé partir les 4 autres marcheurs et puis moi je suis restée là et puis mon guide m'avait parlé d'un monastère bouddhiste qui accueillait des personnes pour des étrangers, des westerners, des gens des occidentaux,
lors de retraites. Et donc, je me suis inscrite à une retraite de 10 jours de méditation en silence avec une initiation au bouddhisme tibétain. Et, euh, et donc, je me suis inscrite là sans vraiment encore savoir vraiment dans quoi je m'engageais, mais je sentais que c'était important pour moi. J'avais très envie de connaître cette vie monastique, entourée de moines avec la robe rouge, le crâne rasé, etc. Pour moi, c'était un monde tellement, enfin, tellement différent de ce que je connaissais que j'avais envie de cette expérience. Et donc, je me suis inscrite et j'ai eu la chance qu'il reste de la place parce que c'était un petit peu en dernière minute. Donc j'ai pu participer à cette retraite de 10 jours en silence. Et entre les deux, j'avais quelques jours, je crois que j'avais une semaine d'écart, ça a commencé une semaine après. Et pareil, la vie m'amène, alors qu'à l'époque, c'était il y a quasiment 10 ans, c'était pas du tout connu en France. La vie m'amène à me former à la sonothérapie avec un maître de son népalais. Et il y avait une session de formation pour apprendre à utiliser les bols tibétains et à lire l'énergie des gens par le son des bols tibétains. Et donc moi, qui étais une semaine avant encore chef d'entreprise, je me retrouve à explorer le pouvoir du son sur les gens, sur l'être, sur le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique. Je comprends énormément de choses sur la notion de chakra et la notion d'énergie d'une façon plus générale. Et je me rends compte surtout que je peux faire du bien aux gens avec le son. Et alors là, c'est une porte immense qui s'ouvre pour moi. C'est à la fois la porte du son et plus tard de la musique, et c'est aussi la porte de la guérison et du soin à l'autre. Et à ce moment-là, je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. À l'intérieur de moi, c'est un tsunami. Et voilà, il se passe vraiment quelque chose de très fort et de très puissant. Et là, donc la semaine d'après, enfin quelques jours après, je me retrouve dans ce monastère perché en haut d'une montagne et je médite. Et alors pendant toute cette période, je me souviens il y avait deux voix qui étaient comme ça. Il y avait le diable et l'ange de l'autre côté. Et puis il y en avait un qui me disait c'est magnifique ce que tu viens de découvrir. Il faut que enfin c'était plutôt l'ange, c'était plutôt de ce côté-là. Il me disait il faut que tu avances, que tu continues, que tu fasses découvrir cette pratique, etc., etc. Et puis l'autre qui disait mais non c'est pas un métier, tu gagneras jamais ta vie avec ça, tu finiras pas vivre sous les ponts, etc. C'est pas possible. Et puis l'autre qui Les disait peurs, mais c'est quoi. tellement beau, voilà les Mmh. peurs, Mmh. exactement. Donc il y avait l'envie Ouais. il y a mon être qui était attiré par quelque chose que je trouvais extrêmement beau et vertueux. Et puis les peurs qui me retenaient encore à vouloir pas changer finalement ce que je connaissais déjà. Et puis finalement, eh bien, j'ai lâché. Cette période de méditation a été extrêmement bénéfique dans ma vie puisque à ce moment-là, quand j'en suis sortie, j'ai retrouvé une femme que je connaissais, une Hollandaise, que j'avais rencontrée un peu plus tard et qui me dit, est-ce que tu pourrais me faire un soin et je lui dis, bah, si tu veux, j'appelais ça encore à l'époque des massages sonores. Et à l'issue du soin, elle me dit, écoute, c'était pas un massage que tu m'as fait, c'était un véritable soin profond de guérison. Et là, vraiment, je me suis rendu compte de la puissance de cette pratique. Et puis alors derrière, je vais pas te raconter parce que ça durait encore des heures, mais ça a été tout un voyage initiatique où Mmh. j'ai finalement continué de voyager. Beaucoup au Népal où je suis retournée plusieurs mois par an pendant jusqu'encore cette année. Euh, et puis l'Inde beaucoup où je me suis formée auprès de plein de maîtres de sons différents à travers le monde. Et puis donc j'ai continué mes explorations sonores. Et puis la vie m'a fait plein de surprises, comme tu le disais tout à l'heure, l'enregistrement d'albums de sonothérapie avec Sony Music, qui s'est Mmh. intéressé à la pratique. Pareil, de façon très naturelle et très fluide, puisque bon, je suis pas du tout allée taper à leur porte pour leur proposer ça. J'aurais jamais imaginé que une telle entreprise, un tel groupe musical puisse s'intéresser à la sonothérapie. Donc ça a été vraiment un enchaînement de choses très naturelles, comme l'écriture de mon premier livre aussi sur la méditation avec le son qui m'a été demandé par l'éditeur. Et donc ça a été vraiment quelque chose de très très fluide et naturel qui s'est mis en place sans vraiment que ça vienne de ma volonté. Mmh. Et là j'ai vraiment découvert quelque chose de puissant, c'est la puissance d'être vraiment dans son flow, la puissance d'être vraiment dans quelque chose qui est juste, d'être vraiment à sa place. Et à D'être à ta partir de ce place. moment-là, ouais, tout Mmh. s'est mis en place vraiment de façon extrêmement fluide.
Donc finalement, les peurs n'avaient plus leur place puisque toutes s'enchaînaient dans le bon ordre et comme il Oui, fallait. Et donc exactement. finalement, comment tu te qualifierais aujourd'hui? Sonothérapeute, guide, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui quand tu dois te C'est présenter? C'est pas facile, non? c'est pas facile et c'est une bonne question que tu me poses à un moment justement où je me pose cette question, tu vois. C'est vrai Ouais. que j'ai plus les années ont passé, ça fait presque 9 ans que je suis sonothérapeute aujourd'hui et au fur et à mesure du temps, j'ai avancé de plus en plus vers la musique et la création Mm. que j'aime partager aux gens qui ne l'ont pas encore dans leur vie. Donc depuis un an et demi, j'amène avec moi les gens vers la création pour qu'ils soient autonomes dans leurs propres vibrations. Donc c'est la création de chansons, c'est l'apprentissage d'un instrument comme la guitare pour pouvoir s'accompagner. Ce sont des retraites créatives. Là, je propose à nouveau une retraite sur. On va découvrir une percussion qui se danse. Donc il y aura du yoga, de la méditation. On va faire plein de rituels avec les éléments de la nature parce on sera à côté de sources chaudes, etc., etc. Mais avec toujours cette découverte d'un instrument percussif intuitif qui se joue avec le corps sans avoir besoin d'apprendre la musique ou de savoir jouer d'un instrument de musique. Et plus ça va, plus je m'intéresse vraiment à la notion de créativité et de musicalité. Alors, je n'ai pas du tout délaissé le côté plus énergétique de la sonothérapie, puisque c'est une pratique, pour ceux qui connaissent pas, qui est très vibratoire, où la personne qui reçoit le soin ou le bain sonore, eh bien, s'allonge et puis elle se laisse aller dans un état méditatif très profond pendant lequel il peut se passer beaucoup de choses. Donc moi, j'ai eu vraiment d'énormes, très très jolies libérations qui se sont faites avec des personnes qui ont pris conscience, qui ont eu des réponses à des problématiques qu'elles pouvaient avoir, qui ont des parties du corps parfois qui se libèrent, qu'on peut même voir. Enfin, c'est très très impressionnant. J'ai vu des plexus solaires, des poumons, d'un coup qui s'ouvrent, des visages qui se détendent. Enfin voilà, c'est une très très jolie pratique qui vient jouer sur l'aspect énergétique où le son vient s'infiltrer dans le corps de la personne et donc qui va avoir un impact sur le corps à la fois sur le corps physique, sur le corps émotionnel, le corps psychique et aussi le corps spirituel. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est une pratique qui permet un petit peu l'élévation énergétique et donc de nous connecter à d'autres problématiques que seulement comment je vais faire pour remplir mon frigo demain, etc. Et donc pouvoir nous élever un petit peu aussi spirituellement, ce qui a pour avantage du coup de pouvoir aussi avoir une vision un petit peu plus globale de sa vie, etc. Et de ce qui se passe dans le monde. Donc cette pratique est magnifique et voilà, je la lie de plus en plus vers une pratique autonome de la musique parce que j'ai vraiment réalisé à quel point chanter régulièrement, voire au quotidien, seul ou en co-création avec d'autres personnes, ou jouer d'un instrument de musique était extrêmement aussi libérateur et c'est un point d'ancrage pour pouvoir vibrer sans être obligé d'attendre que quelqu'un le fasse pour soi. Et oui. Et moi, je crois que mon, enfin, c'est même pas je crois, depuis toujours, mon credo et ma vision, c'est de rendre les gens le plus libres possible. Donc, s'ils ont besoin de quelqu'un pour aller bien, eh bien, ils sont pas libres. Donc, en fait, je leur donne aussi les clés de pouvoir être libres et de pouvoir entretenir cet état par la création, par le chant, par un instrument, etc., pour pouvoir aussi être libre dans cette notion de vibration qui guérit et qui fait du bien. Donc aujourd'hui, comment je me définis pour répondre à tes questions? Je sais pas trop, parce que il y a une casquette un petit peu artiste qui se réveille de plus en plus. L'écriture devient de plus en plus importante pour moi. Je suis en train d'écrire mon deuxième livre et mon premier roman. Donc là, c'est pas une mince affaire parce que je vais Mm. chercher dans mon vécu et l'histoire, tu vois, commence à Brooklyn il y a 10 ans. Ma première rencontre avec le son qui connecte et qui nous permet de nous élever lors d'une messe de gospel, c'est qui était juste magnifique. Et puis l'histoire, tu vois, il y a plein de choses qui se passent et l'histoire se finit dans les monastères tibétains. Et donc, enfin, se finit. Le premier tome, parce que je pense qu'il y aura 3 tomes. Donc, l'écriture prend de plus en plus de place. Donc, je pourrais dire que je suis auteur et artiste parce que j'aime aussi mettre en forme des chansons et de la musique. Thérapeute, c'est sûr, ça c'est toujours là. Voilà, donc
on va dire artiste, thérapeute, et puis ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Mais en même temps, au gré des changements de la vie et des rencontres et, euh, et de tes évolutions propres au final. Finalement, tu es multiple, tu n'es pas qu'une seule. C'est C'est ça ça, un petit peu que tu veux c'est nous ça. dire. Ouais. Euh, alors, tout à l'heure, tu nous as parlé, justement, tu nous as parlé de ce qui a opéré ta transition, cette cassure avec ta vie d'avant qui s'est terminée par un burn-out et qui, en fait, après a été une rencontre avec, avec un voyage, avec des gens et avec une rencontre avec toi-même, finalement, une vraie partie de toi-même. Ouais. Euh, de tout ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui sont, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en souffrance ou qui sont proches du burn-out ou qui sont en saturation ou bloqués dans des modèles de vie, etc. De par Mm. ton parcours et de parce que tu connais en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens d'implémenter dans leur vie ou de faire pour peut-être éveiller un point de bascule chez eux? Le burn-out ou une fatigue, un épuisement se fait sentir au niveau professionnel. C'est en fait un signal de notre corps et un signal de notre être, et pas que du corps, mais un signal de notre être à faire des modifications. C'est comme les grosses maladies, hein, d'une façon générale, quand on apprend, quand on découvre une maladie, rien n'arrive sans rien, et c'est un signal de notre être qui nous demande de changer quelque chose, de réorienter quelque chose. Donc c'est très important déjà de reconnaître les premiers signaux et puis de les accueillir. Parce que si on les fuit, si on ne veut pas les voir, on va foncer la tête la première à fond dedans. Et ce sera d'autant plus difficile après de switcher, d'en sortir, etc. Donc c'est vraiment important de s'écouter, déjà d'écouter son être, de prendre des petits temps comme ça pour observer ce qui ne va pas, peut-être le nommer au niveau du corps. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais le ventre qui gonflait énormément, je respirais mal, j'avais le plexus solaire qui était serré, et jusqu'à un moment donné où je me souviens, je lisais, lors de mon premier burn-out, je lisais les mails que j'avais reçus, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais. C'était devenu un épuisement intellectuel extrêmement important. Donc déjà, c'est d'observer, de pouvoir nommer, de pouvoir regarder en face ce qui se passe en fait, de pas le fuir. Et, 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 et en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important de changer pour que je sois plus dans un axe qui corresponde à mon énergie. Parce que si en fait le corps, quel qu'il soit, que ce soit le corps mental ou le corps physique, donne des signes d'épuisement, c'est vraiment qu'il y a besoin de changer quelque chose. Et, euh, et c'est quelque chose qui est important d'écouter. Qu'est-ce que je dois changer? Alors parfois, on ne sait pas forcément vers où s'orienter. Moi, j'ai rencontré même moi, pour le coup, les deux fois quand j'ai quitté le salariat, je savais pas encore exactement l'entreprise que j'allais créer derrière. Et puis quand j'ai vendu ma société, c'était la page blanche absolue. Je savais pas du tout que j'allais devenir sonothérapeute. D'ailleurs, je l'ai pas décidé avec ma tête. Je savais même pas que ça Mm. existait avant de le rencontrer. Mon Mhm. métier, c'est vraiment créé tout seul au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis invitée à lâcher prise à un moment donné. Bon, j'avais cette chance, j'avais vendu ma société, donc j'avais financièrement une petite avance et je pouvais me permettre pendant quelques mois, pendant un an, de pouvoir vraiment faire ce qui me faisait plaisir et ce qui me mettait en joie. Et mon conseil, donc le deuxième conseil, après la notion de reconnaître les signaux, le deuxième conseil, c'est de prendre du temps pour ne faire que ce qui vous met en joie. Et si vous pouvez, après, c'est vrai que c'est pas toujours possible parce qu'on est dans un monde, en France, en Occident, où la moindre journée qui passe peut coûter beaucoup d'argent. Donc le troisième conseil, c'est que pour rendre le deuxième conseil possible, le troisième conseil, c'est, si c'est nécessaire, de s'alléger en termes de charges financières pour pouvoir être libre de faire vraiment, de s'adonner à ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire avoir le temps et l'argent disponible. Et parfois, ça coûte pas tant d'argent que ça de faire ce qu'on a envie de faire. En l'occurrence, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est marcher en montagne et chanter. Bon, bah, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Mm, mm. Du temps, par contre, il faut un peu de temps. Donc,
Et donc, si on s'allège financièrement, eh bien, on peut avoir plus de liberté pour s'adonner à ce qui nous fait plaisir. Et souvent, ce qui nous fait plaisir nous met en joie et nous fait du bien. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ces trois conseils, c'est un, reconnaître les signaux du corps voilà, et accepter ce qui se passe pour le reconnaître, le voir, pas le fuir. Deuxième chose, c'est euh, prendre le temps de faire ce qui nous plaît, ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui vous aide à vous sentir bien, en fait, tout simplement. Et puis, troisièmement, c'est vous alléger si c'est nécessaire pour pouvoir avoir le temps et si c'est nécessaire, l'argent pour le faire. Enfin, moi, je parle de ça. Alors, c'est pas forcément selon les cas de figure, c'est pas toujours possible. Hein. Si on a une famille avec 3 enfants, etc., c'est pas toujours évident de se dire, bah, aujourd'hui, ce qui me met en joie, c'est de voyager. Et puis voilà. Même si dans l'absolu, tout se voit, et j'ai vu des familles de 3 à 4 enfants qui voyageaient. Hein. Donc, Voyager, vous partez tous tout est en possible. van, tout est possible au Voilà, final. C'est nous-mêmes exactement, qui sont déjà, je pense, nos premières limites. exactement. C'est surtout nous, hein, qui nous limitons C'est ça. On avant se le met reste. beaucoup de freins, beaucoup de limites, et en fait, se dire que, bah, alors ça, ce serait le quatrième conseil, c'est qu'en fait, l'abondance est infinie et que tout est là déjà. Et si, voilà, enfin, les arbres poussent en abondance. Là, j'ai la chance en ce moment d'être invitée au Maroc. Et il y a des oranges sur les arbres à peu près partout, etc. Et c'est vraiment un symbole, je trouve, d'abondance, en fait, où la nature, l'univers et la terre nous apportent ce dont on a besoin, euh, à- sous réserve de ne pas rentrer dans un processus de peur qui peut nous mettre des bâtons dans les roues et du coup nous faire prendre des choix qui viennent de la tête sans interroger le corps et le cœur. En fait, c'est ça. Et je pense que la clé, c'est vraiment d'interroger l'ensemble de notre être et que tout le monde soit content. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie, je veux dire physiquement. Et à l'époque où j'avais que des métiers de l'ordre intellectuel, Intellectuel. j'avais tout un pan de moi qui n'était pas, toute une énergie qui n'était pas utilisée en moi. Donc du coup, à l'époque, le soir, je faisais beaucoup la fête. Donc je travaillais beaucoup avec ma tête la journée, et puis alors le soir, j'allais danser pour faire sortir toute cette énergie Et alors d'ailleurs, qui était en trop parlant importante. d'énergie, une question qui me vient comme ça, Oui. ça pourrait être intéressant aussi pour notre public de savoir comment toi tu cultives ton énergie au quotidien finalement. Comment tu l'entretiens, comment tu la développes, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour cultiver ton énergie? Aujourd'hui, pas avant, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui. Alors déjà, j'ai découvert ce moteur plaisir et joie, qui sont pas les mêmes. Le plaisir, ça peut nous donner c'est une notion qui peut être plus courte dans le temps. La joie, c'est quelque chose de plus durable, c'est quelque chose qui est là, en fait. C'est déjà là. En fait, je me suis rendu compte que quand j'enlève mes couches de peur, de colère, je sais pas, de tristesse, etc., quand j'enlève ces couches-là, en fait, je ne suis que joie. Mais c'est véridique, hein, ça c'est des choses qu'on lit dans les livres et je peux vous garantir que je l'ai expérimenté. Alors après, je dis pas que je suis toujours dans cet état d'être, parce que comme tout le monde, bah, parfois j'ai des Hmm. trucs qui remontent, etc. Voilà, donc récemment avec une révélation familiale qui n'est pas dépendante de moi, mais qui m'a énormément bouleversée. Et du coup, bah, ça ramène tout un tas d'émotions par-dessus cette joie. Donc c'est reconnaître en fait les émotions. Donc moi, c'est quelque chose qui est très important chez moi et c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire que quand j'ai des émotions qui se présentent, déjà je les reconnais, je leur mets un nom et puis je médite, alors pas de façon formelle comme j'ai pu le faire pendant des centaines d'heures dans les monastères bouddhistes ou dans les centres Vipassana, mais ça m'a beaucoup aidé en fait hein, d'avoir fait tous ces stages très très intensifs, ces retraites très intensives, m'a beaucoup aidé à comprendre le mécanisme à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je vous avoue que je fais pas de pratique d'1 heure et demie de méditation au pied de mon lit le matin au réveil, mais j'identifie ce qui peut me traverser en termes de pensée et d'émotion. Je le reconnais, ça me permet de pouvoir prendre du recul et de souffler dessus. Et régulièrement, si j'ai
une émotion qui n'est pas de la joie ou qui n'est pas de la motivation, du plaisir, etc., eh ben, je vais essayer de la reconnaître, de mettre un nom et puis de respirer. En fait, la respiration est quelque chose de très très important dans ma routine. Donc j'essaye de respirer, de souffler sur cette émotion, de me reconnecter au corps et ne pas me laisser embarquer par les émotions. Ça, c'est une chose. Et puis une deuxième chose, qui est moi, la pratique du chant, en fait, m'aide beaucoup à me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Donc c'est voilà, quand je sens que j'ai besoin, je prends ma guitare, je fais vibrer les cordes et puis je fais beaucoup de chants d'improvisation. Voir si c'est quelque chose qui me pèse, je vais peut-être écrire une chanson pour transformer ce quelque chose à l'intérieur de moi, pour le sortir par des mots, le poser avec de jolis mots sur le papier, et puis du coup ensuite le laisser circuler comme ça. Et donc la chanson et la musique est particulièrement importante pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de ritualiser un petit peu parce que selon les endroits ou les contextes dans lesquels je suis, j'ai pas forcément mon instrument à côté de moi ou je suis pas forcément dans un contexte qui peut m'aider à pouvoir enfin faire mon petit rituel avec ma guitare. Et j'ai envie de ritualiser ça de façon encore plus simple, sans instrument. Et, et c'est très récent, je vous le partage aujourd'hui. Mais donc hier, j'étais sur un toit terrasse de Marrakech et puis il y a eu la prière de 19 heures qui se faisait Mm. entendre. Donc là, on sent que il y a vraiment une vibration très spéciale partout dans la ville où on entend la voix de ces hommes qui chantent et qui prient et qui se connectent donc 6 fois par jour à une énergie supérieure par le son et par la prière. Et ça m'a donné une idée, c'est de me dire pourquoi est-ce que je ferais pas ça dans mon quotidien, d'instaurer, alors peut-être pas 6, mais je me suis fixé 4 fois dans la journée, à 8 heures, midi, 16 heures et 20 heures, où quoi qu'il se passe, même si je fais quelque chose de très très important, eh bien, je me concentre sur mon souffle, ma respiration, et je chante le son du home Mm. pour me connecter à quelque chose de plus grand. Et je prends un espace de 5 minutes de méditation, de respiration et de vibration pour me connecter à quelque chose de plus grand. Et, euh, et donc voilà, donc c'est nouveau. Je vais essayer, je vous dirai par la suite si ça fonctionne. Mais en tout Tu cas, me donnes envie d'essayer. d'essayer. Et ben Ouais, écoute, si tu veux, on relève le challenge ensemble. ouais. Si tu veux essayer, on relève le challenge ensemble. Ouais, je peux peut-être créer un Un groupe petit de groupe. motivation. Ouais, pour ce. Là, je suis avec une copine. On a cette semaine, on a eu la chance d'être invité chez un ami à moi qui a une très jolie maison à Marrakech. Et donc, on est trois là en co-living, co-working parce qu'on avait beaucoup de travail de lancement, de choses à faire. Et j'ai malgré tout encore beaucoup de travail d'ordinateur à faire Mm. malgré mon nouveau métier parce qu'il faut communiquer tout ça, Oui. tout ce que je propose, que ce soit les retraites, les voyages, les formations, les programmes en ligne, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. Et du coup, là, on s'est motivés ensemble tous les trois pour travailler. Et mon ami aussi était très motivé pour me suivre sur le fait de prendre un break 4 fois par jour pour voilà, pour se s'ancrer et en même temps s'élever, prendre des temps de pause. C'est super important. Moi, je me souviens que quand je travaillais sur un ordinateur à l'époque, assise, déjà on prend des mauvaises postures, Mm. et puis on n'est pas fait pour être assis. Enfin, on est fait pour marcher, pour cultiver notre jardin, Le mouvement, quoi. euh, on est fait pour être en mouvement, pour aller Mm. à la chasse ou en tout cas pour aller cueillir ce dont on a besoin pour se nourrir, etc. Et on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Et c'est relativement récent, hein, ces métiers tertiaires qu'on connaît derrière un ordinateur. Et notre corps est pas du tout fait pour ça. Donc, il y a d'ailleurs un muscle qui s'appelle le psoas, qui nous permet qui est devant la cuisse et Mm. la hanche là, et qui nous permet de marcher, et de soulever en fait la cuisse vers nous. Et ce muscle-là, il est impliqué dans la digestion, dans l'élimination hépatique et l'élimination rénale. Et il est activé en fait, l'activation de ces éliminations est permise lorsqu'on active ce muscle, c'est-à-dire quand on marche. Et vu qu'on est devenus tous, pas tous, mais beaucoup
Très assez très sédentaire. sédentaire, Mm, voilà, plus la voiture, parce que je parle de l'ordinateur, mais il n'y a pas que mm. ça, il y a la voiture aussi. On marche beaucoup moins qu'avant. Et du coup, ce psoas, ce muscle, eh bien, il s'engorge. Et en s'engorgeant, il permet pas de détoxifier ce qui doit être détoxifié. Et nos systèmes d'élimination, digestif, hépatique et rénal, ne fonctionnent pas au top de ce qu'ils devraient d'un point de vue énergétique. Et du coup, tout ça, comment dirais-je, ça remonte de façon un peu simplifiée, mais en tout cas, ça remonte au cerveau. C'est pour ça que ça s'appelle le muscle de l'âme ou le muscle poubelle. C'est un peu moins romantique, mais parce que ce muscle-là demande à être utilisé le plus souvent possible. C'est pour ça que la marche, c'est vraiment quelque chose aussi de très important pour moi. Et ça pourrait être un autre conseil aussi pour cultiver une bonne énergie au quotidien pour les personnes qui travaillent, qui ont des métiers notamment avec beaucoup d'ordinateurs, c'est de prendre des temps de marche, des temps de pause où vous marchez, ou même moi, là, il m'est arrivé cette semaine entre deux sessions d'ordinateur, j'essaye de pas faire plus d'1 heure et demie Mm, d'affilée, et bien de mettre de la musique. Alors ça aussi, m'aide beaucoup, mais pas n'importe quelle musique, des musiques qui me permettent de m'élever et puis de me motiver aussi. La musique a vraiment un effet sur la motivation. Et puis à certains moments, je quitte mon ordinateur et puis je vais danser dans le jardin de façon très intuitive, très spontanée, et ça permet de relâcher toute cette électricité statique qu'on accumule en travaillant derrière un Derrière ordinateur. l'ordinateur. Voilà. Ben, c'est chouette parce qu'au final, tu donnes plein de petits conseils par-ci par-là que Ouais. j'espère le public suivra parce que c'est super chouette tout ce que tu es en train de dire. J'ai vu sur ton site, alors moi je t'ai connu à l'époque où tu faisais plutôt, donc tu appelais encore ça les messages sonores. Euh, Tu commençais à faire des accompagnements en retraite, en marche, etc. Mais j'ai vu que maintenant, tu faisais aussi quelque chose qui est autour de la libération vocale. Oui, Alors, ouais, est-ce que ça, tu veux nous en parler et comment, déjà, qu'est-ce que c'est et ouais, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens qui la pratiquent, en fait, la libération vocale? ouais. Alors, dans mon parcours, je me suis rendu compte à quel point j'avais beaucoup d'inhibitions. Moi, je pars de très très loin. C'est pour ça que c'est très drôle que la vie me propose d'enregistrer des albums de sonothérapie et de musique, puisqu'il y a un album de musique, notamment une chanson où je chante, où il y a un clip qui a été tourné, Oui, etc. Donc c'est quand même. Et pour moi, ça a été, c'était terrible d'avoir une caméra braquée sur moi, toute une équipe de maquilleuses, de costumes, de décorateurs, etc. Enfin, ça a été un vrai challenge pour moi. Mais voilà, c'est drôle que la vie m'ait offert cette opportunité-là et me mette devant ce challenge que j'ai relevé, mais en tout cas qui m'a demandé beaucoup. Parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, même si on ne dirait pas, mais j'ai une vraie nature introvertie. Et à l'époque, il y a 10 ans, je n'aurais jamais chanté devant qui que ce soit. Vraiment, j'avais vraiment un blocage là-dessus. J'avais un compagnon à l'époque qui jouait de la guitare, qui adorait chanter de façon très spontanée, en plus très naturelle. C'était pas du tout un chanteur, il n'avait pas une voix incroyable, mais il adorait ça. Et il était un peu désespéré parce que moi, j'étais pas capable de l'accompagner tellement j'étais c'est inhibée en bloqué, fait, quoi. Mm. complètement bloquée. Et bon, j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses, d'où ça pouvait venir, etc. Même si dans l'absolu, on n'a pas forcément besoin de comprendre d'où ça vient. Mais énergétiquement, ça aide énormément de pouvoir libérer ce chakra. En sanskrit, Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, c'est la libération par le sang, le nettoyage par le sang. En fait, imaginez que la gorge, énergétiquement, c'est comme un petit robinet qu'on ouvre et qui permet de laisser circuler vibratoirement toutes les émotions qui sont stockées en dessous. Donc les émotions qui sont stockées en dessous dans les différents chakras. Chakra du cœur, c'est la colère, la tristesse, le ressentiment. Le chakra du plexus solaire juste en dessous, c'est la honte. Le chakra sacré juste en dessous, c'est la culpabilité. Et le chakra racine, en bas, le premier, c'est la peur. Et donc, la gorge, en fait, permet de libérer, de nettoyer vibratoirement eh bien, les cristallisations de ces émotions qu'on a pu vivre donc dans le passé, récemment et parfois dans notre petite enfance. Donc
C'est pour ça que la parole, parfois, aide à déverrouiller des choses. C'est pour ça que les mots aident à déverrouiller des choses. Mais ça suffit pas. Mm. Il faut qu'il y a, ça c'est un travail plus thérapeutique, en profondeur, etc. C'est super. Il y a aussi un travail vibratoire. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si on fait que le travail vibratoire, sans forcément libérer vraiment des choses qui nous ont obscurcis, il manque, c'est ce qu'on appelle la spiritualité hors sol. C'est-à-dire qu'on va libérer vibratoirement, on va chanter des mantras, la voix est libérée, énergétiquement c'est OK, mais on n'a pas forcément fait un travail de transformation profonde à l'intérieur de soi. Bon, c'est important de faire les deux, Mm. c'est-à-dire, clair, quand on sent qu'on a besoin, qu'il y a des sujets qui nous préoccupent. Après, si on n'a pas eu de traumatisme ou si on n'a pas identifié des sujets qui nous préoccupent, bon, chanter, et c'est parfait. Vous serez dans la joie Mm. immédiatement. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Mais si vous sentez qu'il peut y avoir des choses à exprimer, c'est important de faire un travail en profondeur conjoint. Bon, mais tout ça pour dire que libérer enfin, le fait de chanter ou le cri, il y a une thérapie, j'ai oublié le nom, mais si ça t'intéresse, je pourrais te donner le nom. Une thérapie qui consiste à crier les D'accord. émotions, à crier les traumatismes qu'on a vécus pour vraiment libérer quelque chose. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai expérimenté, moi, dans mon corps, de façon très puissante et très profonde. Il y a quelques années, quand j'étais au Pays Basque, je suis allée voir une micro-kinésiologue concernant la difficulté que j'avais à m'ancrer géographiquement dans un lieu, etc. Et puis donc, pendant la séance, la personne, c'est assez incroyable, bon, voilà. Et puis elle date à l'âge de mes 5 ans, un événement un peu traumatique que j'avais vécu et qui était sûrement la cause, etc. Bon, j'appelle, à la suite de la séance, j'appelle ma maman, j'étais en voiture et puis elle me fait une révélation sur des choses, les origines de ma conception, etc. Qui étaient assez étonnantes pour moi, que je savais pas. Et du coup, c'est comme si mes neurones, quelque chose se reconnectait en fait à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, j'ai senti le besoin, j'ai arrêté la voiture, et puis je suis sortie de la voiture. Devant moi, il y avait les collines basques, comme, enfin, voilà. Et, et je suis sortie et j'ai hurlé. Mon corps a eu besoin de crier et a eu besoin de libérer quelque chose. Comme quand on est malade et que voilà, il y a quelque chose Ouais. qui sort, c'était la même chose. Et ça sortait vraiment du fond de mon ventre, quoi. C'est comme si vraiment une boule à l'intérieur de mon bas-ventre, pour pas dire mon utérus, mais vraiment quelque chose de très profond qui avait besoin de sortir. Et en fait, ça a libéré mon chant par la suite. J'ai commencé à chanter lors des soins, j'ai commencé à chanter beaucoup plus dans ma vie. Et c'est comme si une balle de tennis ici, paf, s'était libérée, comme si voilà, les non-dits, tout ce qui était lié au secret, etc., etc., eh bien, en fait, le fait de mettre de la lumière finalement sur ça avait libéré quelque chose de très puissamment ancré à l'intérieur de moi. Et donc, ça a été extrêmement libérateur et j'ai commencé à chanter à l'issue de ça. Et j'ai réalisé à quel point chanter me mettait en vibration haute, me permet vraiment de transformer les émotions, transformer mon état énergétique pour m'élever en fait dans une énergie haute. Donc, euh, donc voilà, donc la libération vocale, c'est devenu un sujet extrêmement important pour moi, qui prend un peu le pas sur la sonothérapie pure et dure un peu en ce moment, j'avoue, parce que c'est un chemin que je conseille vraiment à toutes les personnes qui sentent qu'elles ont besoin qu'elles pourraient ouvrir plus leur capacité à s'exprimer, les personnes qui sont en recherche aussi de leur être authentique. Souvent, ça passe par voilà, Mais la alors, libération de ce chakra. tu le proposes avec des formules de stage? Tu le proposes comment, en fait, ça, ces libérations vocales? Alors, pour l'instant, il y a un programme en ligne qui m'a été demandé par les personnes que je suis. Et puis, en fait, au départ, je pensais même pas le continuer. Puis au final, elles ont trouvé ça tellement génial qu'elles m'ont demandé une année 2 et que là, elles sont en train de me demander une année 3. Donc, je pense qu'on va poursuivre l'aventure. Je le propose sous forme de... Alors, pour commencer, sous forme d'apprentissage des chants de mantra, chants médecine et chants Ok. du monde, à Mhm. travers du chant, mais du chant connecté, du Mhm. chant qui a du sens. Et c'est un parcours où les personnes apprennent aussi à s'accompagner à la guitare. Donc c'est les deux. Elles apprennent à chanter ces chants et elles fabriquent un répertoire de chants comme ça, voilà. Et en même temps, elles apprennent à s'accompagner à la guitare, ce qui a pour intérêt
Deux, toujours une fois, de leur apporter encore plus de liberté, parce que je m'arrête pas là et je les invite très vite à créer leurs chansons. Donc, leurs chansons qui peuvent prendre plusieurs formes. Il y a ce que j'appelle le chant de l'âme, c'est-à-dire on va utiliser un langage de lumière qui est très intuitif, où il n'y a pas de mots, comme ça ne réveille pas le mental, où on est vraiment dans le vibratoire, dans le corporel. Et en fait, je les aide à aller vers ce chant de l'âme, euh, où en fait la créativité peut pleinement s'exprimer à travers des syllabes, à travers des mots et à travers des mélodies qui se mettent en place. Après, il y a une autre étape qui est de construire ses mantras personnels. Par exemple, si dans un moment dans notre vie, on a besoin de plus de joie, de douceur, d'amour, d'abondance, voilà, on peut écrire son propre mantra personnel en fonction de ce qui est juste pour nous à ce moment-là, et on va le chanter. Donc, je les aide à mettre en forme et en chant ce mantra, ce qui leur permet du coup de pouvoir pas seulement le réciter, mais en plus de ça le chanter et d'avoir de la joie en le chantant. Parce que plus on va être dans un état de vibration joyeuse et plus on va envoyer cette vibration à l'univers, plus en fait ce qu'on envoie va revenir à nous en fait. Donc d'où le fait de le chanter. Ensuite, il y a une troisième forme qui est le chant thérapeutique. Donc là, on va puiser dans les traumas, s'il y en a, encore une fois, tout le monde n'a pas, mais bon, on a tous quand même des petites Mm. choses souvent, voilà, Mm. hein, qui nous ont fait souffrir à un moment Oui, c'est donné. ça. Tous. Et donc, on va puiser dans ce qui n'a pu nous faire souffrir pour le transformer en chanson et faire du beau, un peu comme le nénuphar qui va puiser dans la vase et puis qui éclot vers la lumière et vers le soleil. Eh bien, c'est un peu ça. Le chant thérapeutique, c'est ça. Et après, il y a le chant médecine où là, on est un stade au-dessus, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un champ de lumière où il n'y a plus besoin d'aller puiser dans la vase et on est vraiment dans quelque chose de très joyeux, en lien très joyeux, ou en tout cas de très lumineux, qui nous met en lien avec la nature, avec l'univers, avec la terre, etc. Et où on n'a plus besoin d'aller puiser dans l'ego blessé finalement, parce que bah voilà, ce qui a pu nous faire du mal et qui s'accroche encore à notre ego, les émotions, elles sont très liées à un ego blessé souvent. Donc et donc c'est là, on n'est même plus du registre de l'ego, on est juste dans une offrande en fait à la terre ou à l'univers. Et c'est un autre type de chant encore. Donc, et ça, j'ouvre un programme d'ailleurs qui commence le 4 février, c'est en ligne et c'est un programme qui est accessible pour le coup à toute personne, même si elle ne s'accompagne pas de guitare. Donc justement, j'ai voulu Et oui, j'allais te dire, proposer... est-ce qu'il faut déjà savoir faire de la guitare ou Non, pas pas forcément? du tout. Pour Mm. ce programme-là, non. Mm. Donc en fait, j'ai testé le format auprès des personnes qui apprennent la guitare avec moi depuis 2 ans. J'ai fait l'année dernière une retraite en présentiel pour créer ces chants. Ça a été magnifique, magnifique. Chacune est repartie avec sont reparties avec des créations mais incroyables. La guitare, c'est un plus parce que c'était plutôt moi qui, en plus, faisais la guitare pour elle. La guitare, c'est un plus. Donc, en fait, sur ce programme-là, il y a 6 modules, en fait. Ça dure sur 6 semaines et il y a un rendez-vous par semaine. Je vais vous guider dans l'écriture de ces différents chants. Comme ça, vous avez le mode d'emploi et il y aura des espaces d'écriture, des espaces de libération vocale et des espaces pour trouver sa mélodie. Mais on peut trouver sa mélodie sans avoir un instrument à portée de main. Mm, Donc, c'est mm. aucun problème. Après, si les personnes ont un tambour ou si elles ont un instrument intuitif qui les accompagne, c'est un plus, mais il n'y a aucune obligation. Donc ça, c'est un programme qui est vraiment dédié à toute personne qui a envie d'ouvrir sa voix et la voix de la créativité en elle. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout public, y compris les débutants en musique qui n'ont jamais chanté, qui n'ont jamais écrit. C'est justement ça. Et ça me fait vibrer. Je crois que je rêve d'un monde où il y a le côté artiste de chacun existe en fait. Je crois que ma mission a un peu évolué dans le sens où je crois que j'ai envie de libérer et réveiller le, le côté artiste, l'artiste qui réveille en chacun de nous. Quelle que soit notre activité, en fait, il est essentiel, il est vital de créer. Le processus de création est vital. Donc, dans certains moments de la vie, la création, elle va beaucoup se manifester par faire des enfants pour les femmes qui en ont et les familles qui en ont. Ça, c'est une forme de création, mais il y a un moment donné où ça suffit pas, où c'est plus
c'est la création plutôt de l'ordre de ce fameux chakra de la gorge, de créer à travers soi, dans pas forcément ça peut être dans l'immatériel, parce qu'une chanson n'est pas matérielle, mais le processus transformateur est extrêmement puissant. Et c'est vital, on a tous besoin de créer. Et dans notre société, on oublie ça. Donc je crois que c'est ce que j'ai envie de pouvoir diffuser encore plus. Voilà. Et puis, il va y avoir au mois de mars, et je suis en train de travailler dessus, c'est beaucoup de boulot, mais je suis en train de travailler dessus, un rendez-vous bimensuel que je vais proposer à partir de mars. Ce sera en ligne aussi, et franchement, ça marche très bien. Je m'attendais pas à ça. Là, sur le programme guitare, ça se passe extrêmement bien. Ce sera un programme bimensuel. Ce sera le Magic Voice Circle, c'est-à-dire un cercle de chant. À chaque fois, je vous ferai rentrer dans une pratique méditative, ensuite de libération vocale et énergétique, et ensuite de création. Et ça, ce sera toute l'année, ce sera sous forme d'un petit abonnement, comme on prend un cours de chant ou comme on prend un cours d'instrument toute l'année. Là, ce sera un rendez-vous bimensuel qui sera vraiment très régulier, et comme une pratique de yoga, sauf que ce sera du yoga de la voix, et yoga de la voix et yoga de la création, on pourrait dire. Ça n'existe pas vraiment, mais en tout cas, on va appeler ça comme ça. Voilà. Joli Ouais, programme pour l'année à venir, hein. ouais, plein de choses. Ouais, Et ouais, plein de nouvelles choses. Dieu sait si dans le contexte actuel, on a besoin de moments comme ça, de connexion entre les individus, Ouais, de cette manière-là, ouais. c'est vrai. Ouais. J'avais peut-être une dernière question, à part si j'en ai d'autres qui me viennent au fur et à mesure. Parce que j'ai quand même l'impression que finalement beaucoup de ton parcours a été influencé par tes rencontres, tes voyages et puis tout ce que ça t'a permis de découvrir sur toi. Euh, J'aurais juste envie de savoir quel lieu ou quelle rencontre ou quel peuple t'ont inspiré, euh, ont inspiré en toi ta compréhension de toi-même et ton envie de développer tous ces outils de guérison pour les autres, etc. Euh, voilà. Indéniablement le Népal. Enfin, voilà, c'est vraiment une évidence. C'est un pays que j'aime profondément. C'est un pays qui m'a apporté tout ce que je partage aujourd'hui. Peut-être sauf la libération vocale, parce que ça, c'est un cheminement qui a été plus long. Mais c'est vrai que le Népal, c'est là où j'ai, c'est là où j'ai découvert la marche en montagne. C'est là où j'ai découvert la méditation. Alors, je l'avais un peu découverte à Paris, la méditation de pleine conscience, mais là, j'y suis allée vraiment en profondeur dans les monastères bouddhistes et puis dans les centres Vipassana, qui sont deux choses différentes. Euh, donc, la méditation et puis la sonothérapie, que j'ai découvert là-bas aussi avec un maître de son. Donc, vraiment, c'est un pays qui m'a énormément apporté déjà sur ce plan-là, puisque ce sont trois techniques qui aujourd'hui qui me permettent moi d'être en énergie haute et d'entretenir une forme d'alignement et de bien-être, et c'est des techniques que je partage qui sont devenues mon métier. Donc ce pays, mais aussi au-delà des techniques, au-delà de l'environnement qui est incroyable, parce qu'aller marcher, faire un trek en Népal, honnêtement, je pense, ça change profondément sa vie. Enfin, on revient profondément différent d'une expérience comme ça. Au-delà de ça, il y a aussi la rencontre avec les Népalais, qui sont des gens qui sont naturellement, culturellement, dans une bienveillance incroyable. J'en parlais justement hier et j'essayais de me demander pourquoi. Et en fait, c'est que, à la différence de notre peuple occidental, où le mental est poussé, est encouragé en fait, c'est-à-dire on nous encourage à tout analyser, on nous encourage parfois à comparer, à, à critiquer ou à comparer, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment du registre du mental. Et bien là-bas, les gens sont pas du tout là-dedans. Ils sont dans le cœur, en fait. Ils sont dans l'acceptation de ce qui est. Quand vous rencontrez quelqu'un, les gens vous accueillent comme vous êtes, quelle que soit votre taille, votre couleur de cheveux, votre couleur de peau, votre métier, etc. On vous demande rarement c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie. En France, on rencontre quelqu'un, c'est une des
première question, surtout à Paris, qu'on se pose quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire, ah bah tiens, toi, tu vas m'intéresser en fonction de ce que tu fais et non pas de ce que tu es. Là-bas, en fait, les gens sont. Et ils font parce que ils font pour se nourrir, ils font pour voilà, mais avant tout ils sont. Et nous, c'est quelque chose qu'on a oublié en fait. On a oublié d'être. On est dans une société qui du faire. Et c'est la grande, grande, grande différence entre nos deux cultures. Et moi, c'est ce qui m'a cette rencontre en fait là-bas. euh, je crois que c'est avant tout ça que j'ai découvert. C'est mon état d'être. Et c'est mon être, c'est la notion du soi que j'ai découvert. Donc moi, je pense que j'ai eu une deuxième naissance dans les Annapurna, c'est évident. Euh, et c'est vraiment cette notion-là, je crois, qui m'a énormément apporté, c'est de cultiver plus des états d'être que de faire. Voilà. Et ça a été la grande, grande leçon d'un peuple qui est dans la joie. C'est incroyable. Ce sont des gens qui sont en plus c'est un pays qui est en voie de développement, qui est très pauvre. Ils n'ont pas du tout le confort qu'on peut avoir. Ils ont une vie même rude, que ce soit en ville, à Katmandou, où là c'est très pollué et très habité, ou que ce soit à la montagne, dans un environnement magnifique, mais dans des conditions de vie extrêmement difficiles. C'est rude la montagne, surtout l'hiver. Et bien malgré tout, malgré cette pauvreté, il y a une joie de vivre chez eux qui est incroyable. Une joie de vivre, une compassion, un amour diffus comme ça qu'on ressent en fait quand on va là-bas. Vibratoirement, il y a quelque chose. Quand vous avez tous les habitants d'un pays qui vibrent sur une certaine fréquence, je vous assure, quand on arrive là-bas, on le sent quoi. Même en ville, quand il y a des embouteillages de partout, que les chauffeurs de taxi sont à deux doigts de se rentrer dedans parce que il y a du monde partout, ben, il reste zen. J'ai jamais vu un chauffeur de taxi népalais s'énerver ou sortir de sa voiture pour vouloir casser la tête de celui qui était devant. Enfin, j'ai jamais vu ça, jamais, jamais. Dans certains endroits, dans certaines villes en France ou en Europe, il y a voilà, ça se passe pas comme ça. Mmh. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment ce pays qui m'a appris tellement, tellement, tellement. Voilà. Les pratiques et puis et les habitants m'ont énormément appris en fait. Ouais. Donc c'est un pays que j'aime profondément, vraiment. Ouais. Ben, merci Marie. Je pourrais encore discuter avec toi pendant longtemps, mais bon, on s'était accordé 1 heure de temps. C'est super chouette. J'espère que ça a permis de découvrir ta pratique, ce qu'était la sonothérapie, la libération vocale, de découvrir les apprentissages que tu as eus dans ta vie, dans ton parcours, dans tes voyages, dans tes rencontres. Et j'aurais envie de conclure qu'avec cette joie-là, cette joie que tu nous as partagée pendant ce temps, j'aimerais faire le vœu que le quotidien de la planète soit habité par ce joie-là. Donc peut-être essayons tous de chanter. En tout cas, tu me donnes envie de chanter. Je crois que je vais essayer les 4 ohms par jour. C'est une bonne prescription médicale, je pense. Super, génial. Ouais. Ah, super. Écoute, ça me donne envie, en tout cas, d'insuffler le conseil. Je le communiquerai sur mes réseaux Ouais, tu vas voir ouais, comment ça prend. Mm. dès demain. Mais tu vois, j'ai commencé aujourd'hui et c'est vrai que ça fait un bien fou, en fait, de se reconnecter à l'essentiel, en fait, 4 fois par jour. Juste de se dire, écoute, quoi que je fasse là, ok, en fait, il y a plus grand, il y a autre chose, et ça permet de s'élever, prendre du recul aussi, hein. Parfois, on Ouais. peut se laisser embarquer dans un quotidien qui nous donne l'impression qu'il y a que ça qui existe et que du coup, ben, tout peut prendre énormément de place dans notre quotidien. Quand on élève le point de vue de la caméra régulièrement, en fait, ça permet de rester, de pas avoir la tête dans l'eau, dans le guidon tout le temps, en fait, et de pouvoir respirer et voir les choses de plus haut. Donc, ouais, je pense que ça fait vraiment du bien. Donc, à cultiver. Ouais. Ben, merci Marie. Est-ce que